Alexandra Ben Saïd. Et notre invité, le secrétaire général de Force ouvrière, vient de s'asseoir dans le studio 521. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Alors le télétravail, la très grande majorité des employeurs et des salariés jouent le jeu et je les en remercie. Ça, c'est ce qu'a dit la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Est-ce que vous diriez la même chose ? Tout d'abord, on appelle télétravail ce qui s'est passé depuis le premier confinement et à nouveau en ce moment. En réalité, aujourd'hui, on demande, ce sont les prescriptions d'ordre public en matière de santé publique, les pouvoirs publics demandent au maximum de personnes de rester confinées. Donc, la conséquence sur le travail, c'est partout où on peut travailler à domicile, restez chez vous, travaillez à domicile pour éviter trop de population au même endroit, trop de population dans les transports en commun, pour éviter la propagation du virus. Et ça se passe bien ou pas ? Ça se passe comme ça peut se passer. Ça se passe un peu moins mal que la première fois, puisque là, les salariés, ils sont mieux préparés, les entreprises sont mieux préparées. Elles ont peut-être, entre-temps, pu équiper les salariés pour qu'on puisse télétravailler, parce que travailler depuis chez soi, à domicile, il faut être équipé. Tous les postes n'étaient pas, a priori, destinés à travailler en tout ou partie chez soi. Donc, ça se passe sans doute un peu moins mal que la première fois. Donc peu de conflits sur le terrain finalement, sur des discussions sur qui rechigne, qui veut bien, qui accepte entre direction et salariés. Ce que vous me dites ce matin, ça se passe plutôt bien. Dans votre reportage, les publics qui étaient ciblés, c'est beaucoup des ingénieurs, des cadres, des informaticiens, donc des métiers où on a plus l'habitude de travailler de manière mobile, on va dire. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est tout type de poste qui est envoyé travailler à domicile. Et ça pose des difficultés. Tout le monde n'a pas suffisamment d'espace chez soi. Vous pouvez vous trouver dans un petit logement à 2 ou 3 à télétravailler, pour peu que le conjoint, la conjointe, l'enfant éventuellement s'il est étudiant dans le supérieur, qui étudie à distance. Et donc, si vous n'avez pas l'espace, si vous n'avez pas les bons équipements, il y a beaucoup de salariés aussi qui ont souffert de l'isolement. Quand on est en télétravail, à travail à domicile chez soi, on pense a priori que c'est plutôt sympa dans un premier temps, puis très vite on s'aperçoit qu'il n'y a plus de frontières entre la vie privée et l'activité professionnelle, et ça crée des difficultés. Puis il y a l'éloignement du collectif de travail, des collègues de travail. Il y a un numéro vert. Maintenant, il y a un numéro vert. C'est la démonstration que ça n'est pas le rêve. C'est pour ça que nous bataillons pour obtenir un accord national interprofessionnel. Mais je le redis, nous, FO, nous demandions d'ailleurs une négociation depuis 2015. Nous avions renouvelé en 2017, après un premier état des lieux que nous avions fait avec les employeurs. Ouais. Et évidemment, la situation nouvelle nous a amenés à insister d'autant plus. Alors justement, en effet, il y a une négociation entre les syndicats et le patronat pour trouver un accord sur le télétravail. C'était antérieur au Covid. Enfin, voilà, ça devait aller par là. La dernière séance, c'était mardi, ça a failli tourner au clash. Celle d'hier, elle a été annulée. Le calendrier, c'est de parvenir à un accord dans 10 jours. Est-ce que vous y croyez ? On va tout faire pour parvenir à ce que la négociation débouche sur un accord qui protège les salariés. Parce que c'est ça l'important. Il faut que le télétravail, d'abord, ce soit le volontariat. Pour qu'il y ait du volontariat, il faut que la réversibilité, elle soit effective. Aujourd'hui, les dispositions existantes qui découlent d'un accord précédent en 2005 et des dispositions du Code du travail ne garantissent pas la réversibilité sur son poste de travail à tous les coups. Donc il faut qu'on s'en assure. C'est très important. Et il faut évidemment qu'on s'assure qu'au télétravail soient associées les définitions précises des plages horaires, qu'on ne tire pas sur les plages horaires au prétexte qu'on n'est pas dans les locaux de l'entreprise, etc. Il faut un droit à la déconnexion effectivement mis en œuvre. Mais qu'est-ce qui coince, Yves Verrier ? Pourquoi mardi on en était quasi au clash ? On a l'habitude avec les négociations sociales, mais qu'est-ce qui coince là ? Je pense que depuis pas mal de temps, les employeurs rechignent. Ils l'ont dit, ils veulent bien maintenant finalement qu'on essaye de négocier, mais à condition que ce soit ni normatif ni prescriptif.
prescriptif. C'est ce qu'a dit le Il n'y a MEDEF. aucun sens. Si on fait un accord, c'est pour qu'il soit normatif et prescriptif. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ils ont une attitude qui tente à renvoyer de plus en plus au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Mais ça, on sait que ça met en difficulté les salariés, notamment là où il n'y a pas de présence syndicale, dans les plus petites entreprises. Ça met en difficulté le salarié quand il est seul face à son employeur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on cadre les protections au niveau national interprofessionnel. Bon, vous croyez qu'il y a un chemin en tout cas? On va tout faire, on l'a dit récemment. La négociation, vous savez, c'est pas une discussion autour d'un café sympathique, c'est un rapport de force. Les employeurs y sont entrés à reculons. J'espère bien qu'on va en sortir en ayant conforté les protections pour les salariés. Yves Verrier, l'actualité cette semaine, ça a été aussi le reconfinement, l'annonce du fait que il n'y a pas de relâchement, un calendrier pour les commerçants peut-être le 1er décembre, mais pas pour les bars, les restaurants, les salles de sport. Là, on entend quand même de la colère du côté de ces commerçants et de ces salariés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un risque de gilet jaunisation? On en a parlé de cette partie-là du monde du travail. Je ne sais pas si c'est un risque de gilet jaunisation. Moi, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a déjà des salariés qui, depuis plusieurs mois, sont en activité partielle. Et notamment, par exemple, dans les secteurs comme le secteur aérien, le secteur aéronautique. On y ajoute le secteur des cafés-restaurants. On y ajoute aujourd'hui les salariés, quand il y en a, des commerces de proximité. On y ajoute aujourd'hui, d'ailleurs, des salariés de la grande distribution, où manifestement, il y a aussi un peu d'abus de la part, parfois, des enseignes, qui, du fait de la fermeture des rayons de produits dits non essentiels, ont mis un certain nombre de salariés en activité partielle. Et ces salariés en activité partielle, ils ont déjà, comme toute la population, la crainte du virus quand même, puisque, y compris le gouvernement, insiste beaucoup sur le danger à tous les âges de contracter le virus. Et 2, ils ont la crainte pour leur emploi. Et 3, quand ils sont en activité partielle et quand ils ne sont pas pris en charge à 100%, à la différence des entreprises, il y a une perte de pouvoir d'achat. Et c'est pourquoi nous bataillons pour que, évidemment, on préserve les emplois. L'activité partielle, on a soutenu le principe de l'activité partielle de longue durée pour préserver les emplois, mais 2, il faut aussi penser que beaucoup de salariés, le salaire médian, c'est 1 800 € net par mois, à peine moitié de la population est en dessous. Vous comprenez leur détresse? Vous comprenez la détresse? Il y a une détresse parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On est inquiet parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, d'abord sur le plan sanitaire, mais deuxièmement, que va devenir mon emploi? Vous savez, quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes en activité partielle, vous finissez par vous demander si vous allez retrouver finalement un emploi. Alors justement, le chômage. Cette semaine, vous avez eu aussi beaucoup de choses. Le gouvernement qui vous a dit la réforme de l'assurance chômage, en fait, elle va bien se faire. Ça sera le 1er avril. Mais il annonce que les règles, elles seront peut-être moins dures que prévu. Par exemple, pour le calcul de l'allocation, pour avoir accès à ce droit. On sent que c'est un recul. Est-ce que vous, à Force ouvrière, vous êtes satisfait? Non, parce que ce sont des aménagements à la marge. Au final, dans ce qu'on nous a présenté, on réaliserait 3,5 milliards d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Donc, quasiment à peu près autant que ce que la réforme qui a été mise en place en 2019 prévoyait. Ça fait 3 reports successifs. Ça a été d'abord reporté au mois de septembre, puis au mois de décembre, puis au mois d'avril. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement cesse avec ces atermoiements. On est 5 confédérations à lui avoir écrit pour lui demander d'abandonner cette réforme nocive pour les travailleurs demandeurs d'emploi. Donc, encore une fois, puisqu'on brandit à tout bout de champ le dialogue social, quand les 5 confédérations s'accordent pour demander ensemble, et j'ajoute que c'est très directement lié au dialogue social, la réforme a mis en cause la convention que nous avions négociée en 2017 et qui était en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette convention négociée entre les employeurs et les confédérations syndicales. Yves Verrier, l'usine Bridgestone va fermer à Béthune. On l'a appris il y a 48 heures. Vous faites partie de l'intersyndicale. Comment vous avez reçu la nouvelle? Maintenant, ça va être quoi l'objectif?
Premièrement, pas très surpris parce qu'on avait bien compris que l'entreprise Bridgestone, les dirigeants avaient décidé de longue date de fermer cet établissement parce qu'on craignait, on voyait qu'il n'y avait plus d'investissement. La direction a confirmé qu'elle fermait définitivement. Ce que je trouve absolument inadmissible, c'est que dans sa lettre, l'argument pour fermer, c'est préserver la compétitivité des opérations de Bridgestone en Europe. Et je le redis, les pouvoirs publics sont démunis parce qu'on n'a pas mis en place de conditions, de contrôle, de sanctions quand les entreprises bénéficient d'aides publiques, ce qui a été le cas de Bridgestone et bien d'autres situations du même acabit dont on parle moins, qui sont des plus petits établissements qui ne font pas la une des médias. Mais c'est pourquoi on bagarre sur Bridgestone, parce qu'il y a un côté emblématique. Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Merci d'avoir été sur France Inter. Merci à vous.